Bonjour, bonjour. Nous sommes toujours à Biarritz, à l'été 1929. Et cette fois-ci, c'est dans les bras d'un bel Hawaïen, Kanoa, que je passe le temps. À la fin de notre discussion sur le rocher de la Vierge, Kanoa me dit qu'il resterait avec moi et ma famille tout le mois d'août à Biarritz, puis qu'il rentrerait avec nous en Normandie afin de connaître enfin ce fameux château du Petit Plaisir dont je lui parlais sans cesse. Il fut donc convenu qu'il ne repartirait à Hawaï que vers la mi-septembre, et nous étions bien décidés tous les deux à profiter au maximum de ce temps passé ensemble, en tâchant de penser le moins possible à la suite. Nous attaquâmes donc le mois d'août sur la côte basque avec une nouvelle vague d'arrivants et toujours plus de fêtes, de jeux de plein air et de concours de toutes sortes, tous plus amusants ou farfelus les uns que les autres. C'est au cours d'une soirée chez le prince Fiodor Alexandrovitch de Russie et sa femme que j'eus pour la seconde fois de ma vie affaire à quelqu'un qui avait un don de médium et qui me fit de drôles de révélations de nature à troubler légèrement mon bon sens cartésien. Le prince Fiodor était le neveu du tsar Nicolas II, et lorsqu'il était enfant à Saint-Pétersbourg, avant la révolution de 1917, il avait souvent rencontré Igor. Après l'exil, il ne l'avait revu qu'une ou deux fois à Paris depuis, et il était très attaché à mon vieil oncle. C'est pourquoi, lorsqu'il avait eu vent de notre séjour à Biarritz, il nous avait immédiatement invités à l'une de ses grandes réceptions. Il formait avec sa femme Irène un couple très en vogue, et il était tombé amoureux de Biarritz au point de s'y installer quasiment en permanence avec Mikhaïl, leur petit garçon de 5 ans, qu'on appelait le Tsarevitch de Biarritz. Le prince Fiodor était un géant d'1,97 m, très mince, très élégant et d'une beauté assez spectaculaire dans son genre, avec un regard d'une grande force. Cet homme hors du commun avait une passion dont tout le monde parlait en souriant, qui était la construction de maquettes en allumettes. Avant de le rencontrer, je me disais comme beaucoup que c'était une activité un peu enfantine pour un grand garçon comme lui. Toutefois, lors de cette soirée, lorsqu'il nous fit visiter la pièce dans laquelle il exposait ses créations, les ricanements sous cape cessèrent immédiatement, tant son talent artistique sautait aux yeux. Il avait construit des villages entiers dans lesquels les moindres détails étaient reproduits à une échelle minuscule. C'était absolument fascinant et on avait envie de rester plusieurs heures à regarder ces maisons adorables, ces fermes, ces églises, bref, tout un monde poétique en miniature. Cela me rappela les fameux œufs de Fabergé et leurs figurines lilliputiennes que nous avions découverts chez mon cousin Sergueï. Lorsque je demandai au prince s'il avait été inspiré par les créations de l'illustre joaillier, il me regarda très intensément. Puis il me dit que c'était la première fois que quelqu'un lui posait cette question, mais qu'en effet, enfant, il avait admiré la collection d'œufs Fabergé dans le palais des Romanov pendant des jours entiers, et que cet univers parallèle microscopique n'avait cessé depuis de faire partie de son imaginaire. Lorsqu'il avait découvert par hasard en jouant avec son fils qu'il était doué de ses mains et pouvait, à partir de petites allumettes, créer à son tour un monde rêvé, il avait plongé dans cette passion. Passion qui avait l'air d'exaspérer un peu son épouse Irène. Le couple ne semblait guère amoureux et d'ailleurs ils se séparèrent quelques années plus tard. Mais en dehors de cette tension entre eux, la soirée était splendide, comme c'était le cas à l'époque chez les privilégiés de ce monde. Toutes sortes de divertissements furent proposés après le dîner, et comme c'était la grande mode en cette période, il y avait même une pièce plongée dans la pénombre qui était réservée pour les séances de spiritisme. Quasiment tout le monde, dans les années 20 et 30, s'adonnait de temps en temps à ce phénomène qui, malheureusement, pouvait avoir des conséquences dramatiques lorsque l'influence du médium sur des esprits fragiles était trop forte. J'ai ainsi connu plusieurs personnes ayant perdu un proche qui, dans l'espoir d'entendre sa voix et des messages de sa part, se laissèrent totalement manipuler par de faux médiums qui, en revanche, étaient de vrais escrocs. Certaines de ces personnes avaient même sombré dans la folie en perdant tout ce qu'elles possédaient au profit de ces individus sans scrupules. J'avais donc de grandes réticences face au spiritisme, même si une partie de moi croyait dur comme fer qu'il y avait une connexion entre le monde des vivants et un ailleurs. Lorsque j'imaginais cet ailleurs, il était aussi peuplé que la Terre et on y trouvait autant de gens épouvantables que de gens bien, comme chez nous en somme. J'avais donc un peu peur qu'un esprit farceur, voire maléfique, profite d'une de ces séances pour venir s'amuser avec nous autres, pauvres humains. Cependant, Kanoa n'avait jamais assisté à une séance et il était curieux de voir comment les Européens parlaient aux esprits et si cela ressemblait aux coutumes hawaïennes d'invocation de leurs disparus. Alors je tâchai de me raisonner et nous entrâmes donc en compagnie de 5 autres personnes dans la fameuse pièce noire, puis nous nous attablâmes en attendant l'arrivée du médium. Ce dernier entra enfin, silhouette sombre et imposante, et d'une voix d'outre-ton nous demanda de poser nos mains sur la table. Je dois dire que je n'ai jamais oublié ce qui se passait ensuite. L'homme se tenait dans la pénombre au bout de la table ovale et il nous demanda de nous prendre par la main. Kanoa prit ma main droite en souriant et je donnai ma main gauche à ma voisine, une jeune femme d'une trentaine d'années, visiblement très émue car ses doigts tremblaient entre les miens. J'espérais que cette séance n'allait pas trop la déstabiliser. Je m'étais dit que j'allais jouer le jeu jusqu'à un certain point et que j'arrêterais immédiatement si je sentais une influence toxique de la part de notre médium qui s'autoproclamait le mage céleste.
Ce dernier prit une profonde inspiration, puis nous dit que des esprits souhaitaient entrer en communication avec certains d'entre nous, ce qui me glaça tout de même un peu. Il fit un tour de table en délivrant à chacun des participants un message censé venir de l'au-delà. Lorsqu'il commença avec le premier d'entre nous, un homme assez âgé qui venait de perdre sa femme, le message qui sortit de la bouche du médium nous fit tous rire, car il disait « Les carottes sont cuites et le lapin est toujours dans le four ». Après une telle entrée en matière, nous avions un peu de mal à prendre le mage au sérieux. Cependant, Kanoa me poussa du coude en me montrant le vieil homme dont le visage était inondé de larmes. Ce dernier nous expliqua qu'à l'âge de 20 ans, il courtisait une jeune fille orpheline qui était sous la garde d'un oncle autoritaire et acariâtre. Ce dernier lui menait la vie dure et l'empêchait de sortir en la retenant quasiment prisonnière. Elle avait toutefois réussi, pour communiquer avec son amoureux, à glisser sous sa fenêtre de petits morceaux de papier sur lesquels elle écrivait en langage codé. Pour lui dire si la voie était libre ou pas, elle utilisait justement des métaphores culinaires. Et lorsqu'elle disait que les carottes étaient cuites et que le lapin était dans le four, cela voulait dire que leur rendez-vous ne serait pas pour aujourd'hui car son oncle était encore à la maison. Cette jeune fille était devenue par la suite sa femme, et personne, à part elle et lui, n'était au courant de ce code. Cela nous laissa bouche bée. Le mage continua son tour de table et à chaque fois qu'il prononçait un message, la personne concernée se mettait à pleurer tant il lui semblait entendre parler l'être cher. Lorsque vint le tour de ma jeune voisine, je crus qu'elle allait s'évanouir d'angoisse avant que le mage ne lui parle. Je compris mieux quelle devait être sa douleur, lorsque de la bouche du médium sortit une petite voix d'une grande douceur qui dit « Maman chérie, je vais bien et le petit chien Tom aussi. J'ai plein d'amis et je m'amuse, alors ne pleure plus tous les jours. Il faut que tu sois joyeuse pour Mathilde, car elle est très triste de te voir comme ça. Et ne t'inquiète pas, on se retrouvera tous un jour. Je t'aime, maman. » La jeune femme s'effondra, comme nous tous d'ailleurs, en entendant cette voix d'enfant. Elle nous expliqua qu'elle avait perdu 1 an auparavant son petit garçon de 6 ans, qui avait été renversé par une voiture en courant après son petit chien Tom. L'enfant et le chien étaient morts sur le coup, et elle ne parvenait pas à sortir de sa peine, ce qui rendait très malheureuse sa petite fille de 4 ans qui s'appelait Mathilde. Pendant qu'elle racontait son histoire, je sentis, en tenant sa main, qu'une énorme tension commençait à se relâcher, et elle finit par nous dire qu'elle avait compris ce message et qu'à partir de maintenant, pour sa petite fille et pour son mari, elle allait s'autoriser à vivre. Après ce moment d'émotion intense, vint le tour de Kanoa. Le mage lui dit qu'il n'avait pas besoin de lui pour communiquer avec ses ancêtres, car il savait bien le faire comme tous les membres de sa tribu. Il lui dit quand même qu'il allait faire de belles choses sur son île, et qu'il aurait de grandes responsabilités dans quelques années lorsque son père aurait disparu. Kanoa savait tout cela, et il souhaitait par-dessus tout continuer l'œuvre de son père. Il parut donc soulagé des prédictions du mage. Enfin arriva mon tour. J'avoue que je n'en menais pas large, car tous les messages qui avaient été délivrés depuis le début de la séance avaient trouvé une résonance chez chacun des participants, tant ils contenaient de choses personnelles extrêmement précises que le mage n'avait aucun moyen de connaître. De surcroît, ce dernier semblait vraiment n'être qu'un vecteur au travers duquel passaient les âmes venues d'ailleurs. Je tremblais donc légèrement lorsqu'il s'adressa à moi, d'une voix pourtant bienveillante que je perçus immédiatement comme étant celle de mon grand-père Roch. Par cette voix reconnaissable entre mille que je n'avais hélas plus entendue depuis 5 ans, il me transmit ce message. Max et ton père vont bien et ils t'aiment, mais c'est moi qui te parle aujourd'hui car tu es le lien entre ce que j'ai créé et ce que les générations futures feront. Tu vivras une très longue vie et grâce à tes nombreux enfants, tu auras le monde entier chez toi. Ton rôle sera celui d'une protectrice et d'une bâtisseuse comme moi. Alors suis ton cœur et va de l'avant, je serai avec toi et je t'aimerai toujours. J'étais bouleversée. Mais après 2 secondes de silence, la voix reprit en disant « L'homme à la jupe est là et il le sera toujours. » Puis ce fut tout. Je dois dire que cela sécha instantanément mes larmes. L'homme à la jupe. Kanoa me pressa tendrement la main et me sourit amoureusement en me montrant son pagne. Mais en regardant ce morceau d'étoffe, ce fut soudain le tartan écossais d'un kilt qui passa devant mes yeux. Je ne pouvais décemment pas demander hommage devant Kanoa s'il s'agissait de lui ou d'Archie, et d'ailleurs le médium s'était déjà levé en mettant fin à la séance sans autre forme de procès et en disparaissant derrière le rideau de velours. J'étais dans tous mes états. Heureusement, comme tous les participants étaient bouleversés, Kanoa ne put deviner ce qui se passait dans mon crâne. En sortant de la pièce noire, nous fûmes éblouis par les lumières de la fête qui battaient son plein. Nous croisâmes le prince Fiodor Alexandrovitch, qui nous demanda ce que nous avions pensé du mage, en nous disant que de son côté, il l'avait trouvé époustouflant. Et je ne pus que répondre qu'en effet, il l'était. Cette séance de spiritisme m'avait épuisé, et je demandai à Kanoa s'il était d'accord pour rentrer. Comme depuis 1 mois, nous écourtions toutes les soirées mondaines pour nous retrouver en tête-à-tête amoureux, il se rapprocha sensuellement de moi en me disant qu'il était plus que d'accord. Hélas, pour la première fois depuis que nous étions ensemble, je n'avais pas la tête à la bagatelle, car mon esprit était malheureusement en train de remplacer le doux ukulélé par la puissante cornemuse. Une fois arrivé dans la chambre, je prétextai donc une émotion trop grande à la suite du message de mon grand-père, et mon adorable hawaïen me prit doucement dans ses bras en me berçant jusqu'à ce que je fasse semblant de m'endormir. Oh, que j'ai honte.
Le lendemain matin au petit jour, j'avais à peine fermé l'œil, j'avais un grand besoin d'air frais et d'exercice physique, après une nuit passée à réfléchir au sens des paroles du mage et à me poser beaucoup de questions. Kanoa, lui, avait dormi comme un bébé et il était ravi car il avait interprété le message du médium d'une manière bien précise. Il était persuadé d'être l'homme à la jupe. Et il avait donc compris que nous passerions notre vie ensemble et que certainement il finirait par me convaincre de venir habiter avec lui sur son île. Et le pauvre a donc commencé dès le matin même à m'enseigner les rudiments de sa langue. J'avais beau adorer découvrir d'autres cultures, là j'avais vraiment la tête ailleurs et ma patience était extrêmement limitée. Au bout d'une demi-heure à répéter Aloha, bonjour, Nani kekai, joli, Wow yao, je t'aime, et autres délices fleurant les cocotiers et la fleur de frangipanier, je n'en pouvais plus, et je luttais pour cacher mon énervement devant le sourire béat de Kanoa. Dieu merci, le vent se leva et il fut temps d'aller sur la plage. Nous enfilâmes nos tenues de bain et prîmes nos planches. Tout le long du chemin qui menait à la plage, Kanoa était volubile et gai comme un pinson, et moi j'essayais de faire bonne figure du mieux que je pouvais. Mais c'était incroyable de sentir le changement qu'avaient provoqué en moi les prédictions du mage. La veille, j'étais tout à fait sereine, jouissant d'un bonheur tranquille auprès de ma famille et d'un homme adorable, en prenant la vie comme elle venait, sans me soucier outre mesure du lendemain. 24 heures après, je n'étais que tourment, en pensant sans cesse que je ne serais réellement heureuse qu'auprès d'Archie. En disant ça, je sais bien que je passe pour une girouette gâtée et capricieuse, mais j'essayais de me trouver des excuses en me disant que je n'étais pas la première, puisque Blaise Pascal, dès le XVIIe siècle, disait que le cœur avait ses raisons que la raison ne connaissait pas. Je continuais donc à ruminer ces pensées en arrivant sur la plage. Nous étions partis un peu vite de l'hôtel, et Kanoa s'aperçut qu'il avait oublié la cire dont il enduisait habituellement nos planches afin qu'elles glissent mieux sur l'eau. Il me dit qu'il en avait pour un instant, et il me demanda de l'attendre sagement, sans commencer sans lui pour ne pas prendre de risque. Mais au bout de quelques minutes, le soleil se levait sur l'océan, les vagues encore douces m'appelaient, et mon envie de me rafraîchir sérieusement les idées fut trop forte. J'attrapai ma planche et je me jetai dans les flots, et l'instant d'après, je commençai à glisser sur de petits rouleaux, tout en réfléchissant au tourment de mon cœur. Je pense que ma concentration en était perturbée, car soudain surgit devant mes yeux un nageur en train de faire du crawl que je n'avais pas vu et qui visiblement ne m'avait pas vu lui non plus. Je réalisai en une seconde que ma planche allait le heurter et que je ne pouvais pas l'empêcher. Tout alla très vite, et au moment où il sortit le bras de l'eau pour faire son mouvement de crawl, je n'eus que le temps de le voir s'abattre sur ma planche, ce qui me déséquilibra et me fit tomber sur lui dans l'eau, nous entraîna dans le cœur de la vague en un tourbillon dont j'ai eu l'impression de ne jamais pouvoir sortir. Finalement, après avoir eu la sensation de passer dans une essoreuse, je parvins à émerger en réalisant que la vague m'avait ramené sur le rivage près d'un gros rocher. Je me traînai sur le sable et m'affalai épuisé, et je sentis 2 secondes après mon nageur s'affaler également à mes côtés. Je ne savais toujours pas à quoi il ressemblait, car je n'avais vu qu'un bras sortant du bouillonnement de l'eau, puis ça avait été la chute. Au prix d'un gros effort, je tournai donc la tête, et là, je faillis avaler le sable qui collait à mes lèvres. Mon nageur n'était autre qu'Archie, lui aussi totalement ébahi et couvert de sable. Nous nous regardâmes comme 2 poulpes, fraîchement pêchés, les 2 bouches ouvertes d'étonnement. Puis très vite, je lui demandai ce qu'il faisait là. Il me dit qu'il était venu pour un meeting aérien dans la région et qu'il avait profité d'une journée de congé pour venir se baigner à Biarritz. Il devait retrouver des amis le soir même à Saint-Jean-de-Luz, puis rentrer en Angleterre le lendemain pour essayer de nouveaux avions. Il ne savait absolument pas que j'étais en vacances ici. Nous étions face à face, abrités derrière le rocher, mais l'électricité qui passait entre nous était sûrement visible de l'autre côté de l'Atlantique. Comme 2 aimants, nous fûmes instantanément attirés dans les bras l'un de l'autre, et malgré le sel et le sable sur nos peaux, j'eus l'impression, lorsqu'il m'embrassa, que j'étais là où je devais être, et que c'était tout simplement la meilleure chose du monde. Hélas, une minute plus tard, j'entendis la voix paniquée de Kanoa, qui, ayant vu ma planche sur la plage sans trace de moi, imaginait sans doute le pire. Je ne pouvais décemment pas le laisser dans cet état. Archie fut immédiatement sur ses gardes et me demanda quel était ce bellâtre bronzé qui me cria après. Et là, ma foi, je ne pus me résoudre à lui dire la vérité sur ma relation avec Kanoa, car j'avais trop peur de perdre à nouveau le seul homme que j'aimais. Je lui dis donc que c'était mon professeur hawaïen de Papahenalou, enfin celui qui m'apprenait à glisser sur les flots, mais que je devais absolument aller le rassurer, car il devait me croire noyé. Mais je suppliais Archie de me retrouver quelque part dans la journée avant de repartir pour Saint-Jean-de-Luz, car j'avais quelque chose de vital à lui dire. Il hésita un peu, comme un chat échaudé par l'eau froide, mais finit par me donner rendez-vous pour déjeuner dans le petit village de Guétari, situé entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. J'acceptai immédiatement, tout en me demandant quel mensonge j'allais bien pouvoir servir à ma famille et à Kanoa pour m'éclipser plusieurs heures. Mais hors de question que je laisse l'homme à la jupe sortir à nouveau de ma vie, sans qu'il sache à quel point je l'aime. Oui, Archie, oui, c'est vous dont je parle. Arrêtez de sauter en l'air comme ça. Oui, je vous aime et depuis toujours, et vous le savez bien. Mais il y en a eu quelques autres. Sur ce point, glissons. Je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures.